de Canal de Vie Télévision. Bonjour, chers abonnés. C'est toujours un plaisir de vous voir ce matin ou alors ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette émission. Aujourd'hui, nous sommes dans Allo Docteur, l'émission qui parle de santé avec le docteur Ndjeng Fabrice. Nous aborderons la question ou alors les questions sur le droit du patient. On voit des patients qui partent souvent dans les hôpitaux se faire du n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas exactement leurs droits. Aujourd'hui, le docteur Ndjeng va nous parler de tout ce qui va avec le droit du patient. Sans plus tarder, installez-vous parce que ça va parler fort, comme on dit souvent au quartier, ça va parler fort. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est toujours un plaisir de vous revoir dans notre émission. Ah oui, c'est un plaisir partagé. Je crois que les auditeurs seront... Oui, ceux qui sont habitués à nous regarder, à nous suivre, ils voient votre visage. C'est sur le droit du patient. D'accord, merci. Aujourd'hui, nous parlerons du droit du patient, comme je disais tantôt. Alors, docteur, les malades ont-ils des droits? Parce que je me dis, j'ai l'impression qu'il y a des malades qui ne savent pas qu'ils ont des droits. Est-ce que les malades ont des droits? Oui, bien sûr, les malades ont des droits. Les droits d'ailleurs. Mais on ne peut pas parler de droit, c'est une notion complexe. On peut parler de droit sans quand parler du contexte de droit du patient. Donc cela nous renvoie dans l'histoire, l'historique, comment cela a évolué pour qu'aujourd'hui on puisse parler du droit du patient. Alors il faut dire que dans les années 80, notamment, je veux dire, années 80 effectivement, notamment en 1985, si je ne me trompe pas, c'est sûr, 1985, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé s'étaient réunis à Bamako, c'était au Mali, alors pour évaluer le parcours. Pour évaluer le parcours, et le diagnostic a été posé. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ils ont pris un certain nombre de résolutions. On a parlé de l'initiative de Bamako. Ils ont pris un certain nombre d'initiatives et, entre autres, il faut associer la communauté. Il faut associer la communauté. Là, quand on parle de la communauté, on parle de patients, ceux qui viennent à l'hôpital. Alors, de là, naît donc, si vous êtes invité à table pour partager, alors il faudrait que vous ayez vos droits. Donc, de là, naît le droit du patient. Le patient, effectivement, c'est droits. D'accord, vous comprenez, le patient a effectivement ses droits. Quels sont les droits du patient? Oui, les droits d'abord. Les droits, en fait, comme je vous ai dit, c'est une notion large. Et cela va avec le système de santé auquel le patient se trouve. Il faut dire que le système de santé camerounais est différent du système de santé français. Alors, mais là, il y a d'abord les droits communs. Les droits communs, on ne peut pas enlever les droits communs. C'est-à-dire que tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas, ainsi de suite. Mais le droit de malade qui vient dans un hôpital, il y a, entre autres, tout le monde a droit aux soins. Tout le monde, quand il entre dans un hôpital, il a droit aux soins, sans discrimination. Il n'y a pas de discrimination parce que je suis telle ou telle tribu. Vous avez le droit à cela. Alors, vous avez également le droit, d'abord le choix de médecin. Vous pouvez arriver dans un hôpital, vous dites que le monsieur, si je le connais au quartier, pour moi, ce n'est pas mon médecin, moi, je ne le veux pas. Alors, l'hôpital doit vous écouter dans ce sens-là. Le malade a également le droit qu'on respecte ses habitudes. Ça veut dire que vous êtes musulman. Quand vous arrivez, vous dites que c'est l'heure. On doit planifier vos soins en fonction de vos états, de vos heures de prière, par exemple. Donc, on peut vous dire que monsieur, levez-vous, allez. Alors, donc, si vous dites je suis musulman, 17 heures, vous devez éviter à ce que vous planifiez ces heures à ce moment-là. Alors, le malade a droit à un consentement éclairé, notamment sur des actes qui peuvent engager son pronostic vital. Ça veut dire que si nous partons opérer un malade, nous devons lui dire les risques qu'il encourt. Parce que quand on parle d'opération, il faut savoir que la mort est à côté. Alors il y a des risques. Donc il y a les risques d'handicap, beaucoup d'autres choses. Donc il faut que le malade soit édifié dans ce sens-là. Donc le malade a droit à un consentement éclairé. Donc il y a beaucoup d'autres droits qu'on ne peut pas rester parce que ce ne sont pas cités. Je veux également vous dire que le droit, comme je vous ai dit, ça évolue.
un homosexuel au Cameroun ne peut pas venir dire que, bon, moi, mon anus, excusez-moi si je suis un peu mal, mon anus a fait comme ça et je suis homosexuel. Non, non, on va dire que nous, au Cameroun, on ne connaît pas l'homosexualité. Donc, si on peut te faire tes soins, parce que nous avons le droit, j'ai bien dit que tout le monde a droit aux soins. Alors, on peut te faire des soins, mais te prendre de ce genre, parce que notre droit ne connaît pas le droit des homosexuels au Cameroun. Donc, il peut avoir là ce qu'on appelle vide juridique. Nous avons, notre droit ne reconnaît pas l'homosexualité. Et si un homosexuel arrive et vous dit que je suis homosexuel, les gens disent, qu'est-ce qu'il faut faire là, en ce moment-là? Donc, je vous dis tout simplement que cela évolue. Le problème du droit évolue d'un système santé à un autre. En France, ça peut être possible. Il a droit à tout, à toutes les zones, à tout, mais au Cameroun, dis-moi, un homosexuel. Donc voilà, les malades ont beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas rester citer. Pas ou pas. Il y a le droit commun. Oui, docteur, nous revenons sur le droit aux soins. Parce qu'il faudrait qu'on soit un peu plus édifié par rapport à cette question. Est-ce que droit aux soins, ça signifie je viens à l'hôpital, je n'ai pas assez d'argent pour me faire soigner, mais je me fais quand même soigner? C'est un problème. Ça, c'est un problème qui, jusque-là, laisse un vide juridique. Ça, je parle de ça. Je dis le problème où peut-être qu'on n'a pas statué, on n'a pas donné, on n'a pas légiféré, on n'a pas dit quelque chose. Alors, on a mis ça, ce qu'on parle de social. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, on va vous dire service social, il faut aller au social, c'est quelque chose de social. Ça veut dire qu'on peut le laisser passer, on peut le faire ça. Mais on avait constaté que les malades ont même des moyens, ils vous disent je n'ai personne. Mais finalement, on constate que derrière, quand il y a un décès, là on découvre que ce malade avait des gens. Donc du coup, comment faire pour effectivement donner les sous à tout le monde, que ce soit celui qui a l'argent que celui qui n'a pas d'argent? Par contre, maintenant, lorsqu'un malade entre dans un hôpital, il a le droit de connaître les frais, la somme qu'il doit, ce qu'il doit débourser après ses soins. Alors, toutefois, donc, le malade est édifié et on lui a donné ce consentement éclairé, mais naturellement, il doit vraiment satisfaire, il doit s'acquitter de ses droits de paiement, son devoir de payer la facture. Donc, le droit aux soins ne veut pas dire que je suis malade, j'entre à l'hôpital et je commence à me faire soigner parce que j'ai le droit aux soins. Je vais me révéler un peu au niveau de l'historique. À l'époque, avant les années 80, les soins étaient gratuits. Gratuits comment? C'était gratuit parce que l'État prenait en charge tout. Alors, par contre, dans les hôpitaux confessionnels qu'on a eu à Luchem, beaucoup d'autres, ça veut dire que ceux qui sont dirigés par les gens de l'église, oui. Les patients passaient et ils payaient leurs frais. L'État lui est resté que non, le malade vient, on le soigne, on achète des remèdes, on les donne tout. Comment on payait par les impôts. À ce dépôt-là, on prélevait les impôts, les taxes, et l'État recouvrait ces impôts pour payer les remèdes et prendre soin de ces malades. Mais à un niveau, quand ça a échoué, on constatait que mais l'État perd l'argent, l'État n'a plus l'argent, la faillite est venue, la crise financière était venue, à l'époque on a parlé de crise économique. Alors ça fait que l'État était incapable de gérer ce genre de problème, subventionner toujours les soins. Alors on a donc réévalué, c'est pour ces raisons que c'est qu'on a, comme je disais aujourd'hui, l'initiative de Mama Kwari, commençons donc à faire payer des soins aux malades. Donc l'accès aux soins ne veut pas dire une gratuité. Et on a souligné que tout le monde, la santé n'a jamais été gratuite. La santé n'a jamais été gratuite, même dans les vaccinations. Quand nous payons, que l'État a dit il faut savoir que l'État paye ça en amont. Donc la gratuité n'est jamais rien. Maintenant, l'État peut voir. Il y a toujours ce qu'on appelle les forfaits dans les hôpitaux, on met des choses pour vraiment les gens qu'on trouve effectivement, on a vérifié que vous n'avez personne, on ne peut rien faire et on est obligé de faire quelque chose à la limite des moyens pour que l'État ne tombe pas en faillite, ou bien l'hôpital ne tombe pas en faillite. Il y a pourtant ceux qui ont payé leurs soins, mais ils n'ont pas les moyens parce que vous avez donné à une personne qui n'en a pas. Mais il faut quand même dire que tout le monde a droit à la vie. Donc on ne va pas. C'est vraiment l'impasse qui est là. D'accord, docteur. À quel moment est-ce qu'un personnel médical devrait demander le consentement d'un patient? Oui. Beaucoup plus dans les cas où il y a ce qu'on appelle le risque vital. Ça veut dire que lorsque l'espérance de vie, en fait, le mot n'est pas là, mais lorsqu'il y a un risque, bon, je peux vous donner un paracétamol, mais je ne vois pas, le risque n'est pas assez élevé. Mais lorsqu'on comprend que le pronostic vital du malade peut être engagé, on est obligé de lui dire les risques qu'on encourt. Je vais vous dire par exemple que si on part maintenant opérer peut-être une tumeur du cerveau,
Le risque est tellement élevé parce que le cerveau qui commande tout le corps. Le cerveau qui commande tout le corps. Et lorsqu'on parle d'ouvrir le cerveau, si par malheur, on doit dire aux parents que ce malade qu'on parle là, le risque à ce que, oui, le risque est élevé. Donc il peut devenir dingue, il peut devenir, ainsi de suite, il y a tellement de risques. Comme il peut mourir. Voilà. Donc on leur dit que vous avez, voilà, on te donne ce qu'on appelle pourcentage de vie. Pourcentage, on dit que il a 80% de chances de vivre, ainsi de suite. On va faire. Donc on fait à peu près dans ce sens qu'on est obligé d'édifier le malade sur ce risque. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons souligner, c'est que nous pouvons avoir devant nous un malade qui lui-même ignore qu'il est en danger. Bon, et ou encore qu'il est stressé. Si on lui dit en détail ce qu'il sait, ce que ça peut donner, il peut être effrayé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez par exemple un malade, je vous dis un malade qui a, qu'est-ce que je peux dire, et peut-être qu'il est en train de saigner, mais pendant qu'il est en train de saigner, il ne sait pas que... Il ne se rend pas compte. Oui, il ne se rend pas compte qu'il peut perdre sa vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il le laisser? Mais lui, entre-temps, il a peur comme le père. Il a peur comme le père parce qu'il saigne de l'intérieur. Il faut comme vous, mais lui, là, il est en bon état. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je crois que là, ça devient un problème. Et il décide que je ne veux pas le faire. Je ne peux pas me faire opérer. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il le prendre? Faut-il le laisser? Votre devoir, c'est oui, c'est de sauver. Nous, on sait que si on ne le fait pas maintenant. Donc, il y a des choses qui sont dans le droit des patients, qui sont vraiment complexes, que parfois, on est obligé de faire ce qu'on appelle, tu dois écrire, nous on appelle ça sortir contre un avis médical. Tu dois signer que j'ai refusé de telle chose. Et puis, parfois, ça passe. D'accord. Je vais venir sur le consentement. Est-ce que, par exemple, on a remarqué que dans certains laboratoires, tu vas à l'hôpital et on te prélève, par exemple, le sang et on te fait des examens à ton insu, tu le constates juste sur ton carnet. Est-ce que c'est pas bafouer le droit du patient? Oui, je vais vous dire que c'est vraiment bafoué. Sauf que beaucoup de malades ne le savent pas. Et où ils ne veulent pas savoir. Parce qu'il faut dire qu'un malade vient à l'hôpital, il est d'abord stressé. Il est stressé et effectivement, cette émission est vraiment une bonne émission pour édifier les malades. Ils ont le droit de refuser, de porter plainte, de se plaindre, porter plainte à la hiérarchie de l'hôpital. Et il ne voit qu'une cause. Le malade, quand il vient, chaque examen qu'on lui demande, qu'on veut lui faire, il faut qu'on lui demande. Il vous dit, je ne veux pas. Et s'il ne veut pas, vous le laissez. Vous n'avez pas à le faire, les trucs barbares. Maintenant, comme je vous disais toujours, il y a toujours des impasses. Il y a toujours des choses qui ne cadrent pas avec ces droits-là. Vous allez, je vous dis, on dit bien, comme j'ai peut-être omis, ou bien j'allais le dire, que le malade a droit au secret professionnel. Nous devons garder le secret médical. On va peut-être atteindre ce niveau-là. Et puis non, un malade qui a tous les symptômes du VIH, par exemple, et qu'il ne veut pas, il ne veut pas qu'on lui fasse, on lui demande, il ne veut pas qu'on lui fasse. Maintenant, le personnel médical qui va venir toucher, manipuler son sang de gauche à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il va faire à ce niveau-là? Qui peut-être soigne les autres maladies, ça ne donne pas. En tout temps, on lui pose, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, toi, tu ne veux pas qu'on te fasse cela, ce VIH, qu'est-ce qu'il faut? Bon, pour se protéger, lui, le personnel de santé, le médecin peut donner l'accord, mais en ce moment-là, sauf qu'il ne doit pas officiellement dire au malade, parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Parce qu'il faut dire que la médecine aussi est psychologique, la guérison est psychologique. La psychologie, le cerveau est capable de guérir 50% des maladies. Donc, toutefois qu'on lui a déclaré ça, qu'il n'était pas prêt, il peut tomber enceinte ou bien il meurt. Et vous n'allez pas dire que ce n'est pas vous qui l'avez tué. Donc, vraiment, il y a des choses qui arrivent que le droit du patient, c'est-à-dire que le patient ne doit pas. S'il interdit un examen, on ne doit pas le faire. Et quand vous prenez par exemple le cas du sida, par exemple, et moi je vais prendre par exemple un exemple. J'étais dans un hôpital et j'avais constaté que tout patient qui venait là-bas était soumis au test du VIH. C'est-à-dire, je ne savais pas comment ça se passait, mais parce que j'étais au laboratoire et je voyais ces examens passer pour chaque patient qui venait à l'hôpital. Et j'avais l'impression que les patients n'étaient pas préparés à ça. Les patients ne savaient pas parce que on prélevait le sang
au patient, on amenait au laboratoire et c'est au laboratoire qu'on faisait tous les tests et tout, sans qu'il ne le sache. À ce moment-là, est-ce qu'on porte plainte à l'hôpital ou au personnel de l'hôpital? Quoique c'est une bonne question également. Mais j'ai tantôt dit que il y a des choses que vous omettez. C'est-à-dire que le patient a le droit de choisir l'établissement qui lui plaît. Oui. Donc, pour cela, lorsque vous arrivez et on vous donne des conditions que ici, alors vous ne pouvez pas passer sans qu'on vous fasse ce test de vie. Vous êtes libre de quitter cette institution. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, si vous insistez que vous allez rester là, vous êtes obligé de vous conformer aux obligations qui s'imposent. Donc, à ce moment-là, on va, le médecin, c'est pas l'institution, ils ont le devoir de vous dire, mesdames, si vous ne voulez pas, vous partez ailleurs. Alors, si vous acceptez, si vous n'acceptez pas et que vous vous soumettez dans les conditions qu'ils ont déposées, je crois que jusque-là, je connais, je ne suis pas un expert du droit, mais là, il y a aussi une sur gauche. Et maintenant, dans ces droits dont vous avez cité, il y en a qui sont fondamentaux. Oui. La majorité, même quand je parle de droits fondamentaux, c'est que les droits qui couvrent même les droits communs. C'est-à-dire, comme j'ai bien dit, parmi les droits fondamentaux, il y a par exemple ce qu'on a dit, le consentement éclairé, le secret professionnel. C'est-à-dire que nous devons garder le secret professionnel. Si nous découvrons une maladie, une personne ne devait pas aller dire ça à tout le monde. Il y a également des choses comme la non-discrimination. Tout le monde doit, s'il peut s'acquitter de ses frais. Pourquoi dire que tel ou tel, tu es blanc, tu es noir, tu es pygmée? Donc il y en a tellement, on ne peut pas aller en détail, mais il y a certains droits, comme je viens de dire, non-discrimination, consentement éclairé, avoir le droit de connaître la somme qu'on doit débourser après les frais, après les soins. Ou alors demander, lorsqu'on veut administrer un traitement, demander au personnel soignant qu'est-ce que ce médicament, par exemple. Oui, ça aussi, mais je ne peux pas vous dire que c'est vraiment très fondamental parce que lorsqu'on on a à ce moment-là, on est obligé d'aller dans le domaine scientifique, expliquer que ça c'est un anti-inflammatoire, qu'est-ce que l'inflammation veut dire. En ce moment, c'est beaucoup pour aller ces détails. Mais sinon, on peut lui dire que bon, ce médicament va t'aider à calmer la douleur, ça peut t'aider à, comme tu ne dors pas beaucoup, puisque tu veux avoir un sommeil, voilà. Oui. Et maintenant, la relation soignant-patient. Oui. Oh, ça aussi, il y a un peu d'ambiguïté dans ce sens-là. Il faut dire que la relation, initialement, la relation qui lie le personnel au patient, c'est la relation d'aide. Vraiment la relation d'aide. La relation d'aide, ça veut dire qu'au même moment, comme je disais, on a peut-être, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire dans le droit du patient. Le patient a le droit d'informer le personnel. C'est en base des informations que tout se passe. Donc, le personnel vient donc maintenant te proposer que bon, voilà ce que il te faut pour recouvrir ta santé. Donc, c'est une relation d'aide. Toi, tu m'exposes ton problème et moi, je t'apporte les solutions. Alors, ces solutions, je n'ai pas le droit à un résultat. Je te propose, tu es obligé de dire, tu peux ne pas accepter cela. Donc, c'est une relation purement d'aide. C'est une relation d'aide. Je te propose ce qui peut t'aider. Et si tu veux refuser, tu as le droit de refuser. Voilà, c'est à peu près c'est une relation purement d'aide. Lorsque nous revenons sur la question du droit du secret professionnel, lorsqu'un secret professionnel n'est pas respecté, par exemple, et que le patient est au courant que le personnel médical a divulgué peut-être un examen qui est sorti sur lui, qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment? Oui, c'est aussi un problème. Sauf que vous qui êtes dehors, vous n'avez pas assez de moyens pour combattre un corps, comme le corps médical. Vous allez trouver que c'est lui qui juge, qui juge à qui on va se plaindre. Tu vas trouver que peut-être c'est un expert parce qu'on ne peut pas parler de ce problème. Si on n'y a pas un expert de la santé qui va siéger dans ce tribunal. Donc, du coup, ce n'est pas très évident qu'un patient puisse avoir gain de cause sur un malade. Maintenant, l'institution, lorsque ce cas arrive, pour que ça ne salisse pas, parce que ce malade va sortir avec tous ses états, il est capable de mal parler de cet hôpital. Oui. Et du coup,
Donc l'institution a le devoir vraiment de punir, de rappeler, de reprocher, d'amener à l'ordre. Je connais ceux-là qu'on a donné des thèses d'explication, que vous avez une jeune fille, une anecdote, une jeune fille arrive à l'hôpital et on dit, docteur, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il est malade? Les gens ils ont même des moyens. À chaque fois, on tombe. Le malade dit au médecin que je suis VIH positif, je prends mes remèdes, mais mes parents ne savent pas. Depuis un bon bout de temps, je ne prends pas mes remèdes, c'est pour ça que mon état est assez dégradé. Donc, mais de grâce, ne dis rien à ma tante qui est là tout le temps. Mais, curieusement, après beaucoup de demandes, de pression à ce médecin qui était congolais, il est parti, comme il buvait beaucoup, il arrive, il dit, ta fille, il nous dit, ta fille a quoi? Elle a le billard, il ne veut pas prendre les remèdes, c'est ça qu'on est venu blâmer cette fille qui était une jeune fille, qui était au lit de l'hôpital. Elle s'est fâchée, finalement, elle a parlé fort, elle a dit, elle a réacheté de l'hôpital. On a donné la éducation à ce médecin. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'institution, il est parti. Donc voilà, on peut punir parce que ça salit l'image de l'hôpital, non seulement parce que, bon, un personnel comme ça qui dit oui, c'est d'abord le responsable personnel. Bon, si on a maintenant un responsable personnel, ça veut dire que tu peux porter plainte à la justice et puis ça continue, mais à l'intérieur de l'hôpital, les plaintes doivent commencer à l'intérieur de l'hôpital. Si jusque-là, l'hôpital ne fait rien pour vous satisfaire, vous pouvez l'amener à la justice. J'espère que vous avez écouté. Nous tirons à la fin de notre émission. Je vais parler de la couverture santé universelle qui est actuellement au Cameroun portée par le ministre de la Santé publique. Est-ce qu'avec avec le fait que vous avez dit tout à l'heure, droit aux soins, et parfois l'État n'avait pas pu subventionner les soins, voilà pourquoi les soins sont redevenus payants. Ouais. Maintenant que la couverture santé universelle est là, dans certaines régions du Cameroun, on a montré dernièrement la dialyse qui pouvait coûter 500 000 à certains patients qui revient à 15 000. Comment est-ce que vous trouvez l'initiative? C'est une très bonne initiative, sauf que tout ça, ce sont des choses qu'on importe. Nous voulons mettre cela dans notre système de santé. Bon, mais sauf que dans certains pays, tout le monde est assuré. Il y a des gens qui ont les assurances maladie. Et du coup, le prélèvement est facile pour des gens de découvrir les frais pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Donc, je sais pas, c'est l'assurance qui gère tout ça. C'est une bonne initiative, mais il faudrait qu'on atteigne un bon niveau d'abord à ce que nous puissions avoir l'accès aux soins. Il y a des gens dans les périphéries qui n'ont pas. Donc nous pensons que c'est une bonne chose, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Merci, docteur, de votre participation à notre émission. Vous êtes le docteur Ndieng Fabrice, réanimateur, anesthésiste et expert en question de santé. Merci, docteur. Vous l'avez bien suivi, vous qui êtes à la maison, vous qui partez dans les hôpitaux, ne sachant pas quels sont vos droits. Sachez que vous avez le droit de dire non, je ne veux pas cet examen, non, je ne veux pas me faire opérer, mais surtout assumer les conséquences de son choix. C'est ça le plus important. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être avec vous encore ce matin. Nous nous retrouvons très prochainement pour notre édition. Shalom. Merci.